Alors, comme premier exercice, je le rappelle. Alors, nous avons calculé donc, le nombre d'éléments d'une liste. C'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est nous avons traité la recherche du maximum. C'est la même chose que la recherche du minimum. Puis le troisième que nous avons traité, c'était la vérification. C'est une liste L. Bien sûr, la liste L est triée dans l'ordre croissant. Et je vous ai expliqué, donc, on est arrêté à ce point. Donc, l'affichage des éléments de la liste dans l'ordre inverse. Et commençons par le dernier élément. D'accord. Voilà, donc, étant donné donc, cette liste, l'affichage demandé consiste à afficher d'abord 4, puis moins 50, puis la valeur 20. Voilà. Donc, voilà ce qu'on vous demande de faire. C'est inverser l'ordre des éléments dans la liste. Est-ce que vous avez essayé de traiter donc, cette question? Parce qu'il y en a qui ont essayé de traiter cette question. Le dernier intervenant la dernière, c'était Erzawi. Je ne sais pas s'il est présent aujourd'hui ou pas. Oui, il est là. Non, il n'est pas. Alors, avez-vous de propositions? Une autre liste. C'était la proposition de votre collègue. C'est la création d'une autre liste. Ok. Et faire l'ordre inverse. En inversant l'ordre. Et la question que j'ai posée à votre collègue, quelle est la stratégie à suivre si on veut créer une deuxième liste? L'IFO. L'IFO, pour inverser l'ordre des éléments. Tout à fait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Je pense que oui. Allez, c'est la première solution. Comme on peut agir sur la liste sans pour autant créer une nouvelle. Donc, on peut directement utiliser la liste L sans la création d'une nouvelle liste. On va juste opérer sur cette liste en utilisant des pointeurs. Mais malheureusement, en faisant plusieurs parcours. Pour la création d'une nouvelle liste, il suffit de faire combien de parcours? Si on veut afficher les éléments à l'ordre inverse, dans l'ordre inverse. Donc, on va faire combien à Kadem? Alors, si on veut créer une nouvelle liste, donc on va faire un parcours pour la création de la deuxième liste en adoptant la stratégie donc l'IFO, puis un autre parcours, un deuxième, pour l'affichage des éléments. Donc, on va faire deux parcours. Mais malheureusement, en termes d'espace mémoire, nous allons créer donc une autre liste en mémoire. En termes d'espace mémoire, nous allons perdre en performance. Maintenant, si nous avons une mémoire qui ne peut pas supporter donc un deuxième exemplaire de la liste L, en ce moment, on est obligé de proposer une autre solution, celle qui opère bien sûr sur la liste sans pour autant créer une autre. C'est la solution que je voulais vous proposer aujourd'hui. Donc, ça consiste d'abord à déclarer donc en entrée la procédure, la tête de la liste. Bon, je peux mettre E comme je peux l'enlever. Puis, on déclare deux pointeurs, Q et P. Q et P. Alors, Q, c'est un pointeur qui pointe sur le dernier, bon, donne accès au dernier élément de la liste, c'est l'élément de queue. Rappelez-vous, donc toujours dans une liste, nous avons deux éléments, donc deux principaux éléments que sont l'élément de tête et l'élément de queue. L'élément de tête est accessible via la tête de la liste. Par contre, l'élément de queue peut être accessible par un pointeur qu'on doit trouver et qu'on doit déduire. Donc, juste pour retenir, donc, bien pour comprendre cette méthode, elle consiste à avoir bien manipulé deux pointeurs, à utiliser deux pointeurs. Le pointeur qui donne accès à l'élément de tête et un pointeur qui donne accès à l'élément de queue. Puis, donc, on initialise l'élément de queue par nid. C'est le pointeur qu'on doit trouver. Après, on va parcourir, c'est-à-dire refaire le traitement de l'affichage tant que
l'élément de tête, bien le pointeur de tête est différent de l'élément de queue. Ça veut dire que là, les éléments sont disjoints. Tant que l'élément de tête et l'élément de queue sont disjoints, qu'est-ce qu'on fait? On refait le traitement suivant. On initialise le pointeur P, qui représente le pointeur qu'on utilise pour parcourir la liste. On initialise toujours par la tête, L, parce qu'à chaque fois, on doit refaire le parcours à partir de la tête, à partir de l'élément de tête. Pour cela, on est obligé de réinitialiser donc le point d'accès par L, P par L, puis à chaque initialisation, à chaque parcours, on doit aller jusqu'à l'élément de queue pour l'afficher. Donc à chaque fois, bon, pourquoi P flèche suivant? Parce que on est obligé d'avoir le pointeur du dernier élément. Et rappelez-vous, lorsque nous avons affiché le dernier élément d'une liste, donc nous avons effectué le parcours dans cette liste en utilisant cette condition. P suivant différent de nil. Différent de nil. Alors ici, on n'a pas utilisé nil. Pourquoi? Parce que nous allons manipuler l'élément de queue qui change de position. D'accord? Est-ce que tout le monde me suit? Revenons à l'exemple. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on doit faire? On va utiliser le pointeur P, qui est initialisé à chaque fois par L. Ça veut dire que c'est le point de départ ici. Puis on doit aller jusqu'à l'élément de queue. C'est le dernier élément de la liste. Et qu'est-ce qu'on fait? Donc là, on est en train de reculer avec l'élément de queue. Ce n'est pas la tête qui avance, s'il s'agit d'un avancement classique, si on avance avec L, mais ici on est en train de reculer avec Q. Donc Q démarre initialement de cet élément, c'est le dernier élément de la liste, puis à chaque fois on recule. Après avoir affiché 4, on recule d'une position. Puis jusqu'à ce que L soit égal à Q. Si L est égal à Q, donc on arrête l'affichage. Parce que l'élément de Q est déjà affiché. Donc on arrête le processus d'affichage. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui ou non? Voilà le principe donc de ce parcours, de cet affichage. Donc, je répète, le principe de l'affichage des éléments de la liste dans l'ordre inverse consiste à utiliser un autre pointeur Q qui donne accès au dernier élément de la liste. Et à chaque fois, donc, cet élément est affiché, on recule dans la liste en modifiant la valeur de Q. Et à chaque fois, on atteint donc l'élément Q à partir de la tête de la liste. Après l'avoir affiché, on recule d'une position, on modifie la valeur de Q. On avance, on recule, pardon, jusqu'à ce que L soit égal à Q, ça veut dire les deux éléments sont confondus, et en ce moment, on arrête l'affichage. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui ou non? Alors, pour implémenter, pour implémenter maintenant ce procédé, donc cet algorithme, donc j'ai dit qu'il nous faut deux pointeurs, P et Q. Je reprends la solution. Donc, Q est initialisé par nil. Après, on va atteindre, comme on peut ne pas initialiser donc Q. C'est bon. Pourquoi l'initialisation de Q par nil? C'est juste si vous avez initialement une liste vide. Une liste vide, ça veut dire aucun affichage n'est effectué. Même pour la première itération. Après, donc j'ai dit qu'on doit reprendre le parcours à partir de la tête de la liste. Donc on initialise P par N. Et tant que P suivant différent de Q, c'est pour atteindre le dernier élément. P suivant différent de Q, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans la liste pour atteindre le dernier élément de la liste. Une fois trouvé, alors qu'est-ce qu'on fait? On affiche donc cet élément. Donc l'élément sera affiché ici. Pourquoi P info et non pas Q info? Parce qu'ici, donc nous allons afficher, je reprends
Donc, si j'initialise ici P par L, initialement, vous avez L est égal à Q est égal à nil. Q est égal à nil. Pour afficher cet élément, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit aller jusqu'à P suivant égal à nil. Alors, c'est P suivant égal à nil, c'est la première valeur de Q. Q, ici, donc, elle est égale à. Ici, est initialisé Q est initialisé par nil. Donc, pour la première itération, qu'est-ce qu'on va faire? On doit aller jusqu'à P suivant différent de nil. N'est-ce pas? C'est P suivant différent de nil. Ici, la condition nous permet d'atteindre le dernier élément de la liste. C'est-à-dire, c'est le premier élément affiché. Donc, après l'avoir affiché ici, P suivant, donc on va l'atteindre, parce que initialement Q est égal à nil. Donc, on doit aller jusqu'au dernier. On l'affiche. On affiche l'élément, l'information de ce, c'est-à-dire véhiculée par cet élément. Puis, qu'est-ce qu'on fait? On modifie la valeur de Q. Donc, initialement, Q est égal à nil. Maintenant, Q est différent de nil. Donc, doit être égal à P, c'est-à-dire le pointeur du dernier élément, chose qui nous permet ici de reculer dans la liste. Et après avoir reculé donc dans la liste, on va retester la condition, est-ce que L est différent de nil? Parce qu'ici, nous avons modifié la valeur de Q. L n'a pas changé. C'est Q qui a changé de valeur ici. C'est pour cela que je vous ai dit qu'on doit reculer dans la liste et non pas, on n'avance pas dans ce dernier. Puis, bien sûr, on met fin à cette procédure. Est-ce que c'est clair? Oui ou non? Oui, monsieur. Ce n'est pas une solution pour tout le monde, mais pour certains. Bon, je vous demande juste de retenir que le principe de cette solution consiste à atteindre le dernier élément, puis on recule dans la liste. Donc la première boucle qui nous permet de reprendre à chaque fois le parcours à partir de la tête, et la deuxième boucle nous permet d'atteindre le dernier élément qui est accessible par P. Et Q, c'est juste une condition, bon, je vous disais tout à l'heure, c'est l'élément de queue, mais ce n'est pas tout à fait l'élément de queue, parce qu'il nous permet d'atteindre l'élément de queue. C'est-à-dire le pointeur Q, ce n'est pas un pointeur qui pointe effectivement sur l'élément de queue, mais il nous permet d'avoir l'élément de queue, parce que l'élément de queue toujours est accessible par P. Sinon, on peut dire que c'est l'élément de queue de l'itération précédente, non pas de l'itération courante. OK. Donc voilà quant à cette solution. Bon, ici, on n'a pas besoin de tester si la liste est vide. Pourquoi? Parce que si la liste est vide, L est égale à nil. Vous avez initialement Q est égal à nil, L est égal à nil. La condition n'est pas vérifiée, donc aucun élément ne sera affiché. Là, ce n'est pas un cas particulier. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? OK. Pour tout le monde? D'accord. On passe à un problème, ou bien au problème suivant. Alors maintenant, on va traiter un autre problème. Donc, le quatrième, le cinquième problème, l'affichage, donc, c'est traité. Donc, la création de la liste miroir de L, sans création d'une nouvelle liste. C'est-à-dire, on va agir uniquement sur les éléments de la liste. Bon, on peut dire que cette solution, la question E, peut être utilisée dans la question D. Pour cela, deux choses qui justifient cet ordre. Donc, même pour l'affichage des éléments dans l'ordre inverse, on peut calculer, construire la liste miroir sans la création, pour pallier même au problème de l'espace mémoire posé tout à l'heure. Ici, on va créer donc une liste miroir, puis on va passer par un affichage à l'endroit des éléments de la liste miroir ainsi construite. Donc, voilà ce qu'on vous demande de faire dans la question E. C'est la création de la liste miroir de la liste L. Donc, étant donné la liste L, bon, là j'ai inversé la liste, même la liste L, c'est la liste miroir de la liste LM. Donc, le problème ne se pose pas. Donc, ici, si vous avez la liste L, dont les éléments sont 20, moins 50 et N,
Alors, la liste miroir de la liste L, c'est la liste L avec l'inversement de l'ordre de chaînage. Alors, c'était 20 la première valeur dans la liste L, et cette fois-ci, dans la liste LM, la liste miroir, c'est 20, ou bien 20 est devenu le dernier élément de la liste. Donc, voilà ce qu'on entend par la liste miroir. Donc, comme si aussi nous avons inversé l'ordre de chaînage, ou bien construire, pour ne pas dire construire, nous avons obtenu une liste qui contient les éléments dans l'ordre inverse de la liste initiale. Est-ce que vous avez compris le problème? Est-ce que le problème est clair? Oui. Qui n'a pas compris l'exemple et le problème? Qui n'a pas compris le problème? Oui. Monsieur, s'il vous plaît, pourriez répéter, mais continuez. D'accord. Donc, étant donné la liste L, donc, dont les éléments sont 20, moins 50 et 4. Donc, le premier élément, c'était 20, deuxième, moins 50, et le dernier, c'est 4. Alors, ce qu'on vous demande, c'est la création d'une autre liste accessible par LM, voire même par L, okay, dont les éléments sont dans l'ordre inverse de la liste initiale. Dans la liste L, le premier élément, c'était 20. Le dernier, c'est 4. Alors, dans la liste miroir, L1, dans la liste L1, donc le premier élément, c'est 4 et non pas 20. Et le dernier, donc, c'était le premier de la liste initiale L. Voilà ce qu'on vous demande de faire, Bouchérif. Vous avez compris? Monsieur, j'ai la question du fait. Je vous ai déjà donné une indication. Donc, cette si vous voulez, étape, cette construction, de création, peut être utilisée pour l'affichage des éléments dans l'ordre inverse. C'est pour ça que je vous ai dit, donc, j'ai choisi cet ordre c'est-à-dire les questions. J'ai choisi l'affichage, puis je vous ai donné une solution pour l'affichage, et ainsi de suite. Ah, ok. Questions? Est-ce que vous avez d'autres questions, suggestions? La solution maintenant. Donc, une procédure ou bien une fonction. Là, j'ai préféré une procédure miroir qui a comme paramètre d'entrée-sortie entrée-sortie L de type PTR. On aura besoin d'un pointeur oui, intermédiaire L1 qui est P. Alors, comme première étape, on initialise la liste L1. Donc là, on va créer une nouvelle liste L1, mais sans allocation. Une création ici sans allocation, sans l'utilisation de alloy. Là, on ne va pas faire une allocation, comme nous a proposé votre collègue tout à l'heure pour l'affichage. On initialise L1 par nil, et tant que L différent de nil, donc on ne va pas courir la liste L tant que L différent de nil, on va faire quoi? On détache l'élément de tête. Alors ici, on va procéder par un détachement et rattachement. Détachement et rattachement. Là, on va détacher donc l'élément de tête de la liste, puis on va le rattacher à la liste L1. Donc, à chaque fois, on détache un élément de la liste L et on le rattache à la liste L1 en utilisant le pointeur P. Pour le détacher, il suffit juste d'affecter son adresse à P, puis on avance dans la liste N. Et pour le rattachement, il suffit juste d'affecter P suivant reçoit L1 et L1 reçoit P. Vous savez, le détachement et le rattachement, puis la fin de l'ordre. Tout simplement. Puis à la fin, puisque l'on veut avoir en entrée-sortie la liste L avec l'ordre inverse, on affecte à L, au paramètre d'entrée-sortie, la tête L1 de la nouvelle liste. Puis la fin de la procédure. Est-ce que vous avez compris? Oui ou non? Ça commence à... Oui, les listes ne sont pas tout à fait évidentes. Les traitements sur les listes ne sont pas évidents.
Est-ce que vous avez des questions avant d'entamer la question suivante? Avez-vous de questions? Oui. Alors, pourriez-vous me dire quelle est l'utilité du pointeur? Si vous avez compris. Quelle est l'utilité du pointeur P? Ça à quoi? Le pointeur P sert c'est-à-dire à créer un élément. Rappelez-vous, lors de la création d'une liste, nous avons utilisé toujours un pointeur P, que ce soit dans la stratégie FIFO ou bien LIFO. Ici, on n'a pas créé, mais nous avons détaché. Alors, le détachement peut être aussi effectué en utilisant un pointeur intermédiaire. Dans notre cas, nous avons choisi le pointeur P. D'accord? Et si vous avez remarqué ici, donc la création que nous avons suivie ici, c'est la création LIFO. LIFO qui consiste à créer l'élément, bien sûr l'initialiser aussi même, puis le rattachement de l'élément à la liste, puis la modification de la tête de la liste. C'est les 4 étapes que nous avons trouvées dans la création LIFO. Voilà, c'est juste pour retenir cette méthode bien pour bien apprendre. Il s'agit de la création ici LIFO sans allocation. Création LIFO sans allocation. Question suivante. La création de CFE. La question F, c'est la duplication d'une liste. Alors ici, on veut cloner une liste, c'est-à-dire on veut la dupliquer. C'est-à-dire dupliquer, étant donné la liste L, qui contient 20 moins 54, on veut la cloner, la dupliquer, en créant un autre exemplaire, comme ça, de la liste 20 moins 54 et le rattacher à la liste initiale. Voilà ce qu'on entend par duplication, bien clonage d'une liste. Je répète, je crée une nouvelle liste, une autre liste, puis je vais la rattacher à la première, à la liste initiale. Avoir les mêmes éléments, 20 moins 54, 20 moins 54. Voilà ce qu'on entend par duplication, bien clonage d'une liste. Avez-vous compris? Alors, qui n'a pas compris? On cible les exceptions. Qui n'a pas compris ce problème? Oui. Personne? Ça veut dire le problème est clair. Alors, comment maintenant traiter ce problème? Comment cloner donc une liste à dupliquer? Qui veut prendre la parole? J'aimerais bien vous entendre. Avez-vous des propositions? Si on va utiliser la stratégie FIFO. La stratégie FIFO. Pour la création de quoi? La tête, rebelle. On va créer une tête. D'accord. On va donc créer FIFO, une liste FIFO. Oui, cette stratégie peut donc oui, mais peut tenir la route, oui. Bon, c'est-à-dire que vous allez démarrer d'une liste vide. Vous allez démarrer d'une liste vide, mademoiselle Ben Sakhri. نقدر نديرو une condition من قبل. Si elle n'est pas égale à ni, alors on sauvegarde la tête. Oui, c'est le principe de la création le FIFO. Oui. Mais est-ce que vous allez créer une nouvelle liste, c'est-à-dire vide, à partir de la première, ou là vous allez exploiter donc la première liste? Monsieur, on crée une nouvelle liste. Comme on peut exploiter la première, on va juste ajouter les éléments donc qui manquent. Ah, d'accord. Oui, sinon, si vous allez créer une nouvelle, c'est-à-dire à partir d'une liste vide, si vous voulez, alors vous allez garder la liste initiale et vous allez créer une autre, cloner, ou la doubler, si on veut. Par contre, le principe ici, c'est de garder la liste initiale telle qu'elle et vous ajoutez un autre exemplaire à la fin. C'est-à-dire, on ne va pas démarrer d'une liste vide. Alors, la liste qu'on va créer, c'est l'autre. Oui, je suis d'accord. La liste, c'est une liste
créer à partir de la première en adoptant la stratégie FIFO. Mais il faut toujours ajouter donc la liste ainsi créée, il faut l'ajouter à la liste La relier. initiale. La relier à la liste initiale, oui. Oui, c'est ce que j'ai pensé à faire. Monsieur, on crée une nouvelle. Oui, La même, on va dire comme à la fin, on relie la liste initiale. tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord, mademoiselle Ben Sahel. Et une autre proposition? Là, vous avez opté pour quelle stratégie? La stratégie FIFO. Stratégie FIFO. Y a-t-il une autre solution qui adopte l'autre stratégie? La stratégie LIFO. Bon, avant de traiter donc cette deuxième variante, on va essayer d'implémenter la solution de votre collègue en attendant toujours vos propositions. Alors, donc, le problème que nous avons, ce qu'on est en train de traiter, c'était donc on a la duplication, le clonage. Alors, comme solution, en entrée-sortie, nous avons la liste L, c'est petit r. On aura besoin d'un pointeur intermédiaire P. Puis on vérifie, donc c'est la liste non vide. Pourquoi? Parce qu'ici, on va atteindre l'élément de queue, l'élément de, c'est-à-dire terminal de la liste. En initialisant toujours P par L et Q par L, et on avance jusqu'à l'obtention de l'élément de queue, qui est accessible par P. Toujours, rappelez-vous, la condition, c'est P suivant différent de nid. Donc, P suivant différent de nid, on avance dans la liste jusqu'à l'obtention du pointeur du dernier élément, qui est P. Après, Monsieur, qu'est-ce qu'on fait? Oui, pardon. Monsieur, oui. on fait le clonage. On va créer Kima ou On est en train on est en train de développer votre solution, mademoiselle Bensar. D'accord, donc on va créer On une crée liste. une nouvelle liste en adoptant la stratégie donc FIFO. Bah, dans Mais la création D'accord. qu'on va faire ici, comme si elle est faite élément par élément. Elle n'est pas faite, ce n'est pas une création d'une liste proprement dite. C'est-à-dire ici, on va rattacher les éléments un par un à la liste initiale. On peut dire qu'il ne s'agit pas vraiment de la solution que vous pouvez proposer parce que vous proposez la création d'une nouvelle liste. Alors ici, on est en train de créer une nouvelle, mais étape par étape, élément par D'accord, élément. monsieur. Je vous en prie. Donc la tête donc, de cette liste, c'était donc c'est R, parce qu'après avoir atteint le pointeur du dernier élément de la liste par cette boucle, on est obligé de sauvegarder ce pointeur dans une autre variable R. Ici, donc on aura besoin aussi de la variable R et la variable Q. On va raffiner donc après la déclaration, en ajoutant les deux pointeurs R et Q. Donc Q, c'est un pointeur qui nous permet de créer un élément. On verra comment le faire. Et R, c'est le pointeur qui nous permet d'avoir la fin de la liste initiale. Je vous explique le principe de la solution. Alors, on doit parcourir la liste initiale. Ici, à partir de la tête. Jusqu'à avoir accès à cet élément par P. Donc ici, on obtient P qui pointe sur cet élément. Après, qu'est-ce qu'on fait? On doit refaire le parcours de la liste L, élément donc à partir du début, et à chaque fois, on crée un élément et on le rattache à la fin, en adoptant bien sûr là ici la stratégie FIFO, parce que l'ajout se fait en fin de liste. Et comment ajouter donc l'élément, le premier donc élément 20 à la liste? C'est en utilisant le pointeur P. Donc si on alloue avec P suivant, comme si nous allons créer donc l'élément et nous allons le rattacher à la liste en agissant sur le champ suivant du dernier élément. Voilà le principe. Donc la première étape consiste à trouver juste le pointeur P pour avoir accès à cet élément. Et la deuxième étape consiste à parcourir la liste L et à chaque fois, pour chaque élément trouvé, on va créer un nouveau qui va prendre, c'est-à-dire prendre la même valeur, bien que dont la valeur est égale à l'élément courant de la liste initiale. C'est ça le principe.
Ok, donc après, j'ai dit après le parcours. Bon, juste une petite remarque, c'est la méthode que je vous remarquez ici, illustrée ici par cet exemple, vraiment ce qu'on est en train d'implémenter. Parce qu'ici, nous avons créé une liste, puis nous l'avons rattachée à la liste initiale. Par contre, la méthode qu'on est en train d'implémenter consiste à ajouter élément par élément à la liste. Les éléments de la liste L, élément par élément. Juste une parenthèse que j'ouvre sur ça. Alors, ici, donc, nous avons, j'ai dit pourquoi nous avons des tests, c'est parce que nous allons parcourir la liste avec P suivant. Si la liste est vide, donc on ne peut pas parler de P suivant différents de nid. Ici, on avance. J'ai dit pour atteindre le pointeur P du dernier élément, on le sauvegarde dans R. Pourquoi on le sauvegarde dans R? C'est une condition qui va nous servir dans la prochaine boucle, bien, le prochain parcours. Dans le prochain parcours, nous allons reprendre le parcours à partir donc, tant que Q différent de nil. Ici, Q est initialisé par L. Donc, ça veut dire comme si nous avons écrit ici, tant que L différent de nil. C'est la même chose. Bon, c'est pas L différent de nil, mais L différent de R le suivant. Pourquoi cette condition? Pourquoi R suivant? Alors, si on veut faire le parcours de la liste initiale, L, quelle est la condition qu'on doit mettre? Étant donné cette liste, L, d'accord? Si on veut parcourir la liste L, découvrir tous les éléments de cette liste, alors quelle est la condition qu'on va utiliser, bien qu'on utilise? Donc, L différent de quoi? L différent de nil. Oui, alors si on veut parcourir cette liste, voir le dernier élément. Donc, on va sortir avec L est égal à nil. Alors, tant que L différent de nil, c'est une condition qui nous permet de parcourir cette liste. Chose qu'on va faire, parce qu'à chaque fois, on va prendre un élément, on va lui créer une image. Chose qu'on va faire ici. Donc, L différent de nil. Alors, si on va procéder par la solution proposée par votre collègue, qu'est-ce qu'on fait? On va juste parcourir tant que L différent de nil jusqu'à la fin, jusqu'à nil. On va créer cette nouvelle liste, puis on va la rattacher. Ça veut dire on va créer une liste en utilisant la stratégie FIFO, en vérifiant la tête, etc. Puis on rattache. Alors ici, on va faire les choses autrement. À chaque fois, donc l'élément sera ajouté en fin de liste, à la fin de la liste. Ça veut dire qu'on doit utiliser une marque qui nous donne fin au parcours. Parce que sinon, si on va mettre L différent de nil, alors là, on va écrire une boucle infinie qui ne s'arrêtera jamais. Alors pour s'arrêter à un moment donné, donc on est obligé de modifier la condition d'arrêt dans le parcours classique. L est égal à nil ou L est différent de nil, en ajoutant une autre condition. Parce que dans le premier parcours, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons sauvegardé dans R. Qu'est-ce que nous avons sauvegardé dans R? P. P qui représente l'élément, bien le pointeur de l'élément de queue de la liste. D'accord. Donc après avoir sauvegardé le P dans R, alors on va utiliser donc la valeur de R. Ce n'est que la valeur de P, mais on ne va pas écrire R, mais on va écrire R flèche suivant. Pourquoi R flèche suivant? Tout simplement parce que la nouvelle liste que nous allons créer élément par élément, sa tête est R flèche suivant. La nouvelle liste, donc elle est accessible par le pointeur R flèche suivant. Et en ce moment, pour arrêter la création, pour ne pas créer donc plusieurs exemplaires, on est obligé de s'arrêter dès qu'on trouve la tête initiale est égale à la nouvelle tête. Si la tête initiale, elle, est égale à la nouvelle tête, c'est R flèche suivant, donc on arrête la création. Là, nous avons dupliqué tous les éléments.
Donc, voilà le principe de cette boucle. Je répète, R flèche suivant représente la tête de la nouvelle liste. Et à chaque fois, donc on va créer par la stratégie, donc en suivant la stratégie FIFO, qui consiste à allouer P suivant, on avance avec P, on initialise les champs information et on avance avec dans la liste initiale. Si on est en train de créer, allouer P suivant, P reçoit P flèche suivant et on initialise du champ information, c'est la création ici FIFO. Et ici, c'est l'avancement dans la première liste. Puis reçoit Q suivant. Puis fin de la boucle, de la deuxième boucle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, je n'ai pas bien compris. La condition nil. C'est-à-dire qu'elle n'est pas on a changé de condition, madame la chimie. Ici, parlez de cette boucle. Parlez de cette boucle, Ben Zahri. Oui. Quand on a une condition. Pour ne pas avoir une boucle infinie. Pour ne pas avoir une boucle infinie. Parce que si on va écrire Q différent de nil, déjà même, pour ne pas dire même, il s'agit d'une boucle infinie, parce que lors de la création du premier élément c'est-à-dire de la nouvelle liste. Alors ici, initialement, nous avons ça. Nous avons fait le premier parcours. Nous avons obtenu le pointeur P ici, c'est-à-dire qu'il pointe sur 4. Après, on est revenu avec le pointeur Q. Donc Q différent. Alors si on écrit différent de nil, pour la première itération, on va arriver à ça, c'est-à-dire au dernier élément. Mais à partir de la deuxième, on ne peut pas atteindre la fin de c'est-à-dire de la liste. Pourquoi? Parce que nous allons rattacher cet élément à cette liste. Nous allons rattacher 20 à la liste. Ça veut dire le champ suivant est différent du nil. Donc on peut même pas parler d'une boucle infinie. C'est-à-dire c'est une boucle qu'on ne peut pas évaluer. La condition ne peut être évaluée. C'est pour cela qu'on est obligé de s'arrêter à ce niveau. C'est-à-dire le parcours de la liste initiale s'arrête dès qu'on trouve la valeur 20. Pourquoi la valeur 20? Parce que la valeur 20 représente la même valeur que le premier élément de la liste. C'est ça le principe du clonage. On doit parcourir la première liste dès qu'on trouve la première valeur de la liste. Alors, la première valeur de la liste est marquée par quoi? Par sa tête, bien par son pointeur. Alors, le pointeur ici, nous avons sauvegardé le pointeur de cet élément. C'était P. Alors, comment déduire? C'était R. Nous avons sauvegardé dans R, P. Alors, comment déduire le pointeur de cet élément? Le pointeur de cet élément, ce n'est que le R suivant. Ça veut dire, ici, c'est R suivant. Alors, tant que le premier élément est différent du premier élément de la liste, nouvelle liste, donc on crée les éléments donc un par un. Voilà le principe de cette solution. Même avec ça, je doute que vous avez compris. Hein. Famti, c'est sûr. Merci. C'est le cas. Oui, les autres. Alors, si vous n'avez pas compris cette variante, je vais vous donner une autre variante qui est plus simple. Alors, la deuxième variante, qui est la plus simple, consiste à atteindre la fin. C'est dans le cas, c'est le même parcours. C'est le même parcours que nous avons effectué dans cette boucle. Pour avoir le pointeur ici du dernier élément, après, qu'est-ce qu'on fait? On va faire aussi ici, je vais modifier la solution, on va calculer ici le nombre d'éléments de la liste L. D'accord? Donc N représente quoi? Le nombre d'éléments qui est initialisé par 0 et qu'à chaque fois, on avance, on va ajouter un élément. Mais si on ne va pas l'initialiser par 1, mais on va l'initialiser par combien? Par 1. Parce que la liste contient au moins un élément. Alors, lorsqu'on sort de cette boucle, on va sortir avec N, qui représente quoi? Vous pouvez me dire quelle est l'utilité de N ici? Calcule quoi? Le nombre d'éléments de la liste
Première. La première de la liste L. Nous n'avons qu'une seule. C'est la liste L. Et nous avons obtenu aussi, quoi? Le pointeur P du dernier élément de la liste. Là, tout le monde me suit? Alors maintenant, on ne va pas utiliser R, mais on va juste utiliser la boucle pour de 1 jusqu'à n, parce que nous allons créer un élément. Si on n'a pas besoin d'utiliser le pointeur R, il va nous permettre de s'arrêter, d'arrêter le parcours, dans le deuxième parcours de la liste. Et pour i allant de 1 à n, qu'est-ce qu'on fait? On alloue avec P suivant, on avance, puis on avance dans la boucle, dans la liste initiale. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous voyez ici, on n'a pas besoin de vérifier est-ce que L est égal à nil pour avancer, parce qu'on est sûr d'avoir L différent de nil. Voilà. Tout le monde est d'accord avec ça? Donc ici, nous avons trouvé le nombre d'éléments de la liste initiale, L, en faisant un seul parcours dans la liste pour avoir à la fois le pointeur du dernier élément et le nombre d'éléments. Et le nombre d'éléments va nous servir pour, bien sûr, arrêter le nombre d'éléments, bien pour arrêter la boucle qui nous permet de créer la deuxième liste. Et à chaque fois, on alloue avec P suivant, P reçoit P suivant, P info reçoit Q info, et on avance dans Q. Ici, on ne risque rien, on ne va pas atteindre Q est égal à nil parce que ici, on ne va pas dépasser le nombre d'éléments de la liste. Parce que nous avons une autre condition sur la. Voilà, qui nous exprime l'arrêt, bien la terminaison, qui nous permet d'avoir la terminaison de la boucle. Au lieu d'utiliser R et R suivant, etc., nous avons calculé maintenant le nombre d'éléments que nous avons utilisés ici. Oui ou non? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Voilà la solution. On initialise pour avoir, hop, on calcule le nombre d'éléments, puis on initialise pour y allant de 1 à n. À chaque fois, on crée un élément avec P suivant, on avance, on initialise le champ d'information et on avance dans la liste initiale. Effet. Je crois avec ça, vous avez mieux compris, n'est-ce pas? Bon, donc voilà le principe du clonage qui peut être généralisé pour la création de plusieurs exemplaires même. Donc on peut créer plusieurs exemplaires de la liste initiale. Donc on va créer 2, 3, 4, 5, voire un exemplaire. Alors il suffit juste, alors qui peut me proposer une solution pour le clonage de un exemplaire, le clonage d'une liste en ajoutant un exemplaire. C'est le même principe ici. Au lieu d'avoir donc ici, au lieu de faire ce traitement une seule fois, on va le reprendre autant de fois qu'on veut. C'est-à-dire ce traitement va être effectué plusieurs fois. D'accord? Donc à chaque fois on crée une liste avec un clonage d'une seule liste, on va reprendre la même chose pour le clonage d'un deuxième exemplaire, etc. C'est une autre question, bien c'est une extension de la première la question précédente. Alors revenons maintenant à l'exercice. L'insertion maintenant d'une valeur val donnée dans une liste triée dans l'ordre croissant. L'insertion d'une valeur val donnée dans une liste triée dans l'ordre croissant. Vous avez une liste triée dans l'ordre croissant, on veut lui ajouter donc une valeur en maintenant l'ordre de tri. C'est ça le principe. Étant donné la liste triée, si j'ajoute une valeur,
5 par exemple, qui sera ajouté ici. Donc on va choisir le meilleur emplacement pour insérer cette valeur. C'est une insertion, mais avec un autre critère. Non pas la position, mais la meilleure position. On vous a pas donné de façon explicite la position, mais la position est donnée implicitement en se basant sur le critère, bien sûr, le maintien de l'ordre de tri. Est-ce que je vous laisse le soin de traiter la question ou bien je vous donne la solution? Alors, qui peut me rappeler du principe de l'insertion d'un élément dans une liste? Qui peut me rappeler du principe? Rappelez-moi du principe de l'insertion d'un élément dans une liste. Nous avons d'abord combien de cas? 3 cas, monsieur. يكون au début مع الآخر وفي الوسط. Oui. Qu'est-ce que nous avons dit sur les deux derniers cas? C'est le même cas. C'est le même cas. Les deux derniers représentent un même cas. Ça veut dire l'insertion au milieu et en fin de liste, comme la suppression au milieu et en fin de liste, le dernier élément, représente un même cas. Ça veut dire, de façon générale, on peut dire que nous avons deux cas de figure. C'est l'insertion au début et l'insertion au milieu. Nous avons deux cas de figure. Alors, pour implémenter donc cette insertion, il suffit juste de trouver le meilleur emplacement. Rappelez-moi maintenant du principe de l'insertion un élément au début. Est-ce qu'on doit vérifier? On vérifie que si on vous donne la position K, comment on vérifie qu'il s'agit d'une insertion au début? C'est basé sur quoi? On vérifie quoi? Si K égale à 1. Tout simplement. Maintenant, si on vous demande l'insertion d'un élément dans une liste triée comme ça, en maintenant l'ordre de tri, alors comment savoir qu'il s'agit d'une insertion au début? Si, quoi? كيفاش يمدوا لنا كا يقولوا لنا سكسي نسخو au début. Non, Macadam. Cette fois-ci, on vous donne la valeur à insérer. On vous donne, par exemple, moins 55. Si on vous donne moins 55. On compare le premier élément à la Par valeur exemple, avec. compare l'information de la valeur à insérer, la valeur donc à insérer avec l'information du premier élément. Si la valeur à insérer est initialement inférieure à l'information du premier élément, donc il s'agit d'une insertion au début. Sinon, alors on va trouver la meilleure position. Alors, comment trouver la meilleure position? Rappelez-vous toujours pour l'insertion, voire la suppression, on est obligé de connaître l'adresse de l'élément qui précède l'élément à supprimer ou bien la position à laquelle on insère. Donc toujours, on doit trouver l'adresse de l'élément qui précède. Qui précède, ça veut dire ici, si on veut insérer un élément ici, si nous avons maintenant moins 10, qui doit être inséré en deuxième position, si on veut insérer ici moins 10, donc on est obligé d'avoir l'adresse de l'élément qui précède moins 10 et l'adresse de l'élément moins 50. C'est le même principe ici. Donc on doit toujours chercher l'adresse de l'élément qui précède l'élément à insérer. Une fois donc l'adresse de l'élément qui précède l'élément à insérer, chose que nous avons trouvé avec l'appel de la procédure adresse K-1, rappelez-vous K-1, c'est qui nous donne l'adresse de l'élément qui précède l'élément à insérer. Une fois donc cette adresse est trouvée, là, on ouvre la discussion. Est-ce qu'il s'agit d'une insertion au début ou bien est-ce qu'il s'agit d'une insertion au milieu, voire à la fin? C'est la même. D'accord? Maintenant, comment trouver l'adresse de l'élément qui précède? Alors, si on insère moins 10, toujours pour c'est-à-dire vérifier que le tri est maintenu,
on est obligé de vérifier que la valeur à insérer est toujours supérieure au champ information de l'élément courant de la liste. Si la valeur à insérer est toujours supérieure, qu'est-ce qu'on fait? On avance dans la liste. La valeur à insérer est supérieure, on avance. La valeur à insérer est supérieure, on avance. Alors, dès qu'on trouve une valeur égale ou inférieure, en ce moment, qu'est-ce qu'on fait? On arrête l'avancement dans la liste initiale parce que nous avons trouvé le meilleur endroit dans lequel on insère, ou vers lequel on insère cet élément. Donc, voilà le principe de la recherche de l'adresse. Malheureusement, on n'a pas la position pour appeler la procédure adresse, mais on est obligé d'effectuer donc la recherche élément par élément. Une fois donc l'adresse trouvée, on discute donc la valeur de l'adresse pour discuter, bien pour choisir, bien pour opter pour l'une des deux insertions, soit au début, soit à la fin. Comme algorithme, je vais vous donner directement l'algorithme. Donc, insertion un élément. Donc, en entrée-sortie, nous avons la tête. En entrée, nous avons la valeur à insérer. On a besoin d'un pointeur P, voire Q aussi. On initialise P par nil, puis par L et par faux. Parce qu'ici, on va trouver une position. T est initialement initialisé par faux. Et tant qu'on n'est pas arrivé à la fin de la liste et on n'a pas trouvé la meilleure position, on cherche la meilleure position. Ça veut dire si Q info est inférieur à val, ça veut dire la valeur elle est supérieure au champ information, on avance dans la liste. Mais avant d'avancer, on doit sauvegarder l'adresse de l'élément qui précède l'élément à insérer, bien la position à insérer. Voilà le principe de l'insertion. Toujours, on garde deux pointeurs. Le pointeur P qui précède l'élément à insérer et le pointeur Q qui contient l'élément à décaler ou bien l'adresse, bien la position de l'élément qu'on veut insérer. Ici, toujours, nous avons qui précède et la position qui est de l'élément à insérer. Alors, sinon, il y a des contextes, on avance, en avançant. Maintenant, quand est-ce qu'on arrête? Si on trouve une information qui soit égale à la valeur recherchée, ou bien une information qui est supérieure à la valeur recherchée. En ce moment, on va sortir de cette boucle qui nous permet de trouver la bonne position à laquelle on insère la valeur val. Est-ce que tout le monde est d'accord? OK. Vous avez compris la démarche? Alors, toujours, j'ai dit, on doit rechercher la position. Donc, on n'a pas trouvé la position, on avance en sauvegardant deux valeurs, P et Q. P, c'est le pointeur de l'élément qui précède l'élément à insérer, et la position de la meilleure position. Et Q, c'est la position à laquelle on insère. Quand elle s'en sort, si on trouve une information égale ou supérieure de la valeur à insérer. Alors maintenant, lorsqu'on sort de cette boucle, on discute le type d'insertion. Est-ce qu'il s'agit de l'insertion au début? Alors, comment savoir qu'il s'agit d'une insertion au début? Si on analyse la valeur de P. P représente quoi? C'est le pointeur de l'élément qui précède la position à laquelle on insère le nouvel élément. Alors, si P est égal à I, si P est égal à I, ça veut dire, qu'est-ce que nous avons ici? Au début. Ça veut dire on est au début. Alors, si P est égal à I, est-ce que nous avons modifié la valeur de P? Est-ce qu'on est rentré dans la boucle? Normalement, non. Parce que quand est-ce qu'on modifie la valeur de... Si on est rentré, mais on n'a pas modifié P. Parce que quand est-ce qu'on modifie P? Si nous avons trouvé une information ici, une information qui est inférieure à val. Si on trouve au moins une information qui est inférieure à val. Si initialement aucune information n'est inférieure à val, aucune information n'est inférieure à val, ça veut dire quoi? Ça veut dire que val est inférieur à la première information. Ça veut dire pourquoi? Parce que nous avons maintenu la valeur de P qui est égale à nil. Et en ce moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur l'insertion? C'est une insertion au début. Est-ce que tout le monde est d'accord avec moi ou non? Qui n'est pas d'accord? Je répète, après avoir recherché la meilleure position,
Ici, nous avons deux conditions. Si l'information est inférieure à val, ou bien l'information est supérieure ou égale à val. Si le champ information est inférieur à val, donc ça veut dire qu'on n'a pas encore trouvé la meilleure position. Donc on avance. Je reviens à l'exemple. Si je veux insérer la valeur moins 55. Moins 55. Est-ce que le champ information du premier élément, moins 50, est-ce qu'il est inférieur à moins 55? Oui. Est-ce qu'il est inférieur? Moins 50. Est-ce qu'il est inférieur à moins 55? Supérieur. Normalement, non. Ça veut dire, on est dans quel cas? Non, dans quel cas? La première. Le premier test. Ça fait information n'est pas supérieure. N'est pas supérieure, ça veut dire qu'on va affecter à T la valeur frais pour sortir de la boucle. À la première itération. À la première itération, on est sorti de la boucle. Mais on est sorti avec quelle valeur de P? Est égal à? Est égal à nil. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui ou non? Oui. Alors, chose à retenir, je vous laisse le soin même de reprendre le cours. CP est égal à nil, ça correspond à une insertion au début. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas rentré, on n'en a pas pris ce chemin. Aucune instruction n'est exécutée, itération n'est exécutée avec ce chemin. On est sorti à la première itération pour avoir P est égal à nil. Il s'agit en ce moment d'une insertion au début de la liste, d'une liste, qui se réalise en faisant une allocation, l'initialisation du champ information, le rattachement de l'élément et la modification de la tête. C'est une création comment ici? Création l'IFO. C'est l'ajout d'un élément au début, c'est l'insertion d'un élément au début. Elle est réalisée en 4 étapes. Allocation, initialisation du champ information, le rattachement de l'élément et la modification de la tête. C'est une insertion au début. Maintenant, sinon, ça veut dire c'est une insertion au milieu et ou bien à la fin qui est réalisée en utilisant. Là, c'est une création FIFO. On alloue avec P suivant. P suivant, pourquoi? Parce que si on sort ici de cette boucle, on va sortir avec P qui pointe sur l'avant-dernier élément, bien le dernier qui précède l'élément à insérer. P représente le pointeur de l'élément qui précède l'élément à supprimer. Donc, on peut utiliser son champ suivant pour créer un élément. C'est ce que nous avons fait ici. On alloue avec P suivant pour la création de l'élément. Puis, on avance pour initialiser le champ information et rattacher l'élément qu'on vient de créer au reste de la liste. Là, c'est le rattachement au reste de la liste. Parce que Q pointe sur l'élément qui vient juste après. Tout à l'heure, c'était la position de l'élément à insérer. Mais après l'insertion, il devient l'élément qui vient juste après l'élément à insérer, le nouvel élément. D'accord? Je réexplique le principe de l'insertion. Toujours l'insertion est réalisée en 2 étapes. Bien, nous avons 2 étapes, on distingue 2 étapes. L'insertion au début et l'insertion à la fin. Dans le premier traitement consiste juste à trouver la position. Si on vous a donné K, la position K, il suffit juste de trouver l'adresse du Kème élément. Plutôt de l'élément K-1 d'abord. Si l'élément K-1 existe, on déduit l'adresse, puisque là, c'est une insertion. Donc, quand est-ce que l'élément existe, que si la position est valide. Donc, si la position est valide, ça veut dire l'élément même K-1 existe. K-1 existe, donc on peut réaliser l'insertion soit au début, soit à la fin. Au début, chez K est égal à 1, à la fin, ou bien au milieu, si nous avons un cas différent de 1, supérieur à 1. Maintenant, puisque là, on ne vous a pas donné explicitement la position, mais on vous donne le critère d'insertion. Alors, comment exploiter le critère pour trouver la position? C'est en analysant
la valeur initiale de P. Si P initialement est égal à nil, ça veut dire qu'il s'agit d'une insertion au début. Si P est différent de nil, ça veut dire qu'on est passé par cette boucle, par ce chemin particulier, et en ce moment, on a avec P suivant, on avance, on initialise le champ information et on rattache l'élément à l'axe. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc voilà concernant l'insertion d'un élément dans une liste en maintenant l'ordre de tri. Donc on arrête à ce niveau. Je vous laisse le soin de reprendre cette séance, de essayer de bien comprendre et dérouler même sur des exemples. Et si vous avez des questions, on peut les reprendre, Inch'Allah, à la prochaine séance. Voilà, donc si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine.